voyage jusqu'au bout de la nuit avec tous ces agitateurs, ces perturbateurs, bien justement qui viennent alimenter nos plateaux comme chaque dimanche soir pour cet avant-dernier numéro de la saison culturelle 2017-2018. Et bien ce soir nous allons rencontrer, retrouver, écouter donc justement le parcours de vie, les tranches de vie de tous ceux qui nous font le plaisir mais également l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour cette autre vol de nuit de Culture Club, encore une fois en seconde partie de soirée. Lutte, persévérance et résilience, voici les trois termes qui pourraient résumer réellement le parcours donc justement de notre première invitée qui n'est autre que Salima Souakri. Bonsoir. Quel plaisir et quel honneur de vous avoir sur notre plateau. Hein. On n'a pratiquement jamais reçu de sport, de sportif ou de sportive sur ce plateau. C'est une première. Oui. Ça, je peux vous le confesser à travers un livre qui m'a très souvent, je peux vous faire cette confession, donner des larmes à l'œil pratiquement à chaque chapitre, en particulier quand vous rendez hommage à votre mère et à Rachida, bien sûr, qui a été, le personnage central d'un film documentaire, Lettres d'Algérie, si mes souvenirs sont bons, il y a seulement quelques années. Ceinture noire, cœur blanc, voilà encore une fois votre ouvrage aux éditions El Bayazine, écrit avec l'étroite collaboration d'un grand curieux de la littérature et de la peinture. Je vous rappelle encore une fois Jawdet Guessouma, mais avant de lui donner la parole, je rappelle que c'est un ouvrage qui rentre dans le cadre d'une collection entièrement consacrée au sport. Je le rappelle encore une fois, c'est le 3e numéro. Alors, j'imagine que ceux qui nous regardent doivent se dire, mais bon, Salima Souakri, d'accord, mais qui est Salima Souakri? C'est tellement dur, hein, c'est presque improbable de ne pas vous reconnaître. Mission impossible, Salima Souakri. Hein. Vous êtes judokate algérienne, ceinture noire, 6e dan, championne d'Afrique et mondialiste, 12 fois championne d'Afrique de judo, 3 fois 5e aux Jeux Olympiques. Alors là, vous allez nous voler la vedette parce que vous êtes aussi animatrice d'une émission de télévision, Eftah Qalbak. Aujourd'hui, c'est à cœur ouvert à travers cet ouvrage que vous venez nous présenter. Vous êtes également conseillère au ministère de la Jeunesse et des Sports. Est-ce qu'on serait dans une forme de reconnaissance justement aujourd'hui après une forme d'oubli et de rejet en ce qui vous concerne? Puis vous êtes également, il faut le rappeler, ambassadrice de l'UNICEF en Algérie depuis 2011. Et Jawdet Guessouma, pour la préparation de cette émission, m'a dit ouais, bah, écoutez, allez encore parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Et voilà. Donc Salima Souakri, ceinture noire, cœur blanc, je le rappelle, c'est aux éditions El Bayazine pour cet avant-dernier vol de nuit de l'année 2018. Je vous le disais à l'instant, il est pluriel également, il est critique, plasticien, journaliste, mais également auteur. Il a accompagné Salima Souakri pendant 2 ans et je vous assure, c'est une aventure profondément humaine, c'est ce qu'il nous disait. Donc justement, Jawdet Guessouma, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Comment vous l'avez rencontrée pour la première fois, une championne, une étoile filante. Et alors là, pendant 2 ans, il y a eu des actes, plusieurs actes, parce qu'elle voyage énormément, ici, mais également à l'étranger. Bah oui, arrêter une étoile filante, c'est très dur. C'est très difficile, effectivement. Et puis, c'est une gageure, un exercice de style très complexe d'intégrer une personne, parce que le Bayazine, c'est une maison d'édition qui travaille beaucoup sur le patrimoine. On travaille beaucoup sur le produit culturel, humain, sociologique. Même le sport est intégré dans le littéraire pour que nous puissions justement accompagner ces personnes qui ont fait l'Algérie, ces personnes qui ont fait l'histoire depuis 1912 à nos jours. La collection sportive d'exception n'est pas gratuite. Elle vient juste après Rachid Makhloufi. Voilà, Rachid Makhloufi et la saga du sport algérien. J'espère que le chiffre 3 va lui porter chance à Salima Souakri. Là, on a mis la deuxième parce que les personnalités, on a mis en numéro 2, puisque c'est pas le générique du sport, la fabuleuse histoire de Faisal Chahat. C'est un boxeur comme un numéro 0. Et donc le 1 et le 2 sont les personnalités sportives. Et c'est très difficile d'intégrer du patrimoine immatériel, si vous voulez, cette victoire des personnes, descendre de leur podium pour les intégrer dans un univers humain. Ça a été un exercice presque périlleux. Difficile. Oui, mais gratifiant en plus. C'est un honneur et l'honneur vraiment reste. Voilà, donc parcours ou tranche de vie, cela me rappelle également une émission mythique des programmes de la télévision algérienne dans les années 90. Rachid Ben Allah, bien sûr. Et on est réellement dans cette réflexion-là, à travers les ouvrages. Voilà, c'est des tranches de vie, donc du patrimoine de ces personnes qui ont fait l'Algérie, on les transcrit dans un patrimoine matériel aujourd'hui qui est écrit, et c'est
Très Et nous intéressant. allons y revenir, je vous le promets, Jaoudet Gassouma. Comment dois-je présenter notre troisième invité? Eh bien, justement, quand on parle de parcours, de cheminement, donc justement de vie, lui, sa vie est un véritable roman entre fleurs bleues, mais également espionnage. Eh bien, oui, je peux vous le dire, parce que nous y reviendrons, je vous le promets. Hein. Il a rencontré comment dire, les têtes couronnées, les stars de ce monde, en particulier en France, mais quelques-uns de la mafia et de la pègre. Eh bien, justement, il le raconte à travers un livre, Djelani Maachi, ça s'appelle Ça ne tient qu'à un cheveu, de l'Algérie à Paris, parcours d'un coiffeur lunaire, préfacé par l'autorité Abdelhak Belalhi, c'est aux éditions Nassib. Djelani Maachi, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir, mais je vous assure, quand on vous lit, on replonge dans cette Algérie d'abord, bien avant l'indépendance, puis votre départ en France en 1963 avec votre famille, ça a été, vous le disiez, un véritable arrachement, un exil intérieur, mais également géographique. Mais dans ce Paris des années 60, ça n'a pas été réellement rose au départ. Non. Vous avez eu à subir le rejet, la stigmatisation et en particulier le racisme. Ouais. Tout ça, avant de rencontrer bien sûr Serge Gainsbourg, Jamel Alam, Jean-Luc Delarue, Philippe Bouvard, Drucker, un certain De Chavannes qui a également propulsé votre carrière. Mais quel hommage, quelle humilité quand vous parlez donc justement de celle qui vous a donné la vie un soir en contemplant la lune. Elle vous a conditionné bien avant la venue de votre venue au monde. Merci Djelani Maachi, je le rappelle, votre ouvrage. Ça ne tient qu'à un cheveu. Bon, il n'a rien à voir, il ne pourra absolument rien faire sur l'animateur que je suis. De l'Algérie à Paris, parcours d'un coiffeur lunaire. Je le rappelle, c'est aux éditions Nessib. Et puis, quatrième aventure pour la rencontre de ce soir. Je vous le disais encore une fois, cet avant-dernier numéro de l'année 2018. Eh bien, nous parlerons de la troisième édition du festival Montagnard. Nous ferons les actes du café littéraire, mais également philosophique, le lancement de la revue Montagnard. Nous parlerons également de la caravane du livre, du festival de la poésie et que sais-je encore. Il aura beaucoup de choses à nous dire. Malek Amelouche, bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'être avec nous ce soir. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un réel plaisir. Quelle aventure, mais quel événement vous allez fêter. Qu'est-ce que vous avez réellement consommé? Une poudre magique, comme le disait Kateb Yassine, pour... C'est la passion la ailleurs. poudre d'intelligence. Ailleurs, lorsqu'on voit, ce n'est que le reflet d'une passion, d'un amour pour ce pays, pour la culture. Voilà. J'évoque toujours ma mère, ma meilleure école, Allah yarhamaha. À qui vous rendez souvent hommage. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les péripéties que j'ai vécues, mais à chaque fois, on rebondit, on essaie de renaître de nos cendres. C'est ça l'image de l'Algérie qui avance, mon cher ami, sans démagogie aucune. Merci d'être avec nous. Absolument, juste on espère que ce duel va s'arrêter, parce que notre présence, c'est pour produire, c'est faire avancer les choses dans la société, et non faire des conflits et gérer des choses qui n'ont pas de sens. Non, sauf que nous sommes dans les confrontations, mais les confrontations d'idées. Positives. Voilà, positives. Question-réaction, cultureclub@tv.dz. Salima Souakri, bonsoir. Bonsoir. Ceinture noire, cœur blanc, je le rappelle encore une fois, pour votre présentation, je parlais de lutte, je parlais de persévérance, mais également cette résilience. Oui. Toutes ces blessures, toutes ces fêlures qui vous ont habité, vous ont réellement construit. Vous le dites dès les premières pages de votre ouvrage. Vous dites, nous ne naissons pas champions, nous le devenons avec la sueur et le travail. La vie que j'ai eue était pleine d'émotions, de joie, de gloire, de tristesse et de déception. Mais je dois dire que j'ai eu le grand privilège de vivre tout cela pleinement. Le judo a été pour moi une véritable école de la vie, une école qui véhicule beaucoup de valeurs, qui se retrouvent dans le code moral de ce sport, c'est-à-dire le courage, la pugnacité, la sincérité, le respect, l'honneur, la volonté farouche, le dépassement. On revient encore une fois à la résilience, parce que c'est un terme qui accompagne tout votre ouvrage, la première, la dernière page. Vous dites, c'est dans la douleur qui forge le caractère que j'ai été construit, ma carrière sportive. J'ai toujours puisé dans le judo la force de sourire, la vie malgré tout. Le judo est plus qu'un sport pour moi, c'est aussi le cri d'une jeune fille, d'une femme qui a toujours lutté pour une vie meilleure. Et là, dans cet ouvrage-là, j'ai comme l'impression que c'est un bilan forgé dans la douleur d'abord. Absolument. Oui, donc en fait, d'abord, je voudrais vous parler du titre du livre. Pourquoi Ceinture noire et cœur blanc? Donc Ceinture noire, ça parle de mon vécu sportif qui a duré
plus de 34 ans, et le cœur blanc de mon engagement humanitaire, donc en l'occurrence avec l'UNICEF, mais aussi dans les associations nationales, le mouvement associatif en Algérie. Et donc, oui, le judo pour moi a été comme une thérapie dans ma vie, parce que j'ai rejoint l'équipe nationale. D'abord, j'ai commencé le judo. Je suis dans un quartier où il y avait pratiquement pas d'association sportive, il n'y avait rien du tout. Donc je me suis dit, j'ai toujours voulu être batala, comme c'est écrit dans le livre. Ah, ça c'est un peu plus tard, oui. quand votre maîtresse vous a dit qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard. Tout le monde, tous les élèves disaient médecin, ingénieur, avocat, oui. Et vous disiez batala, c'est-à-dire une héroïne. Ah, oui, donc à l'âge de 6-7 ans, j'avais cette envie-là d'être une batala. Pourquoi une héroïne? Parce que mon père qui était ancien moudjahid, nous racontait des histoires de révolutionnaires et puis de guerre d'Algérie, etc. J'ai toujours voulu vivre cette époque-là. Votre mère également. Hein. Et ma mère aussi. Hein. Fait, ouais. Et donc, à l'école, quand on nous demandait, quand on sera grande, qu'est-ce qu'on souhaitait être, ben moi, c'était tout le temps en batala. Et puis, le jour où j'ai mis les pieds dans une salle de judo, j'ai tout de suite compris que c'est à travers ce sport que je pouvais réaliser mon rêve d'être batala, de représenter l'Algérie partout dans le monde. Et ça a été fait tout de suite parce qu'il y avait cet engagement, cette rage de vaincre, je voulais m'affirmer parce que c'était pas évident, issu d'un quartier populaire, d'une famille modeste, populeux. Vous étiez la fille autour de 4 garçons. Oui, 5 garçons, j'étais la 6e. Oui. Voilà, exactement ça. Puis à un moment donné, vous ne vouliez plus qu'on vous appelle Salima. Vous vouliez qu'on vous appelle Salim. Pourquoi? Les poupées, vous n'en avez pas réellement connu. Absolument. Salima. Pourquoi? Parce que je voulais me faire une place dans cette fratrie où vous imposez presque. Absolument, je voulais m'imposer parce que c'était pas évident en tant que fille, avec 5 garçons, ils pouvaient jouer à l'extérieur, faire tout ce qu'ils voulaient. Moi, j'étais une fille, j'avais pas le droit. Non, non. Donc voilà, finalement, je m'appelle Salim et je peux jouer avec vous au ballon. Donc quand on vous appelait Salima, vous ne vous retourniez pas? Non, non, du tout. Voilà. Du tout. Et vous le dites, hein, la petite fille native du quartier mythique de Bellecour, au sein de la clinique Naïma, 6 décembre 74, et la 5e d'une longue fratrie de garçons. Tourbillonnante. Elle se trouve d'emblée inscrite comme un garçon au sein du groupe. Fallait-il s'étonner à cette époque si elle ne répondait pas qu'elle ne répondait qu'au prénom de Salim, optant pour le fait d'être un garçon, refusant farouchement tout cadeau féminin. Elle n'aura que très peu de poupées. Qu'est-ce que vous gardez donc justement de ces années-là, c'est-à-dire les années 70, début des années 80, avant bien sûr ce vent de folie qui a failli tout prendre sur son passage. Oui, absolument. Hein. Donc en fait, moi j'ai commencé le judo en 84, j'avais 9 ans. Donc voilà, j'étais un petit peu garçon manqué parce que j'ai été élevée, comme je vous l'ai dit, avec... On vous a conditionné presque. J'étais conditionnée, voilà. Et donc, issue d'un quartier populaire où tout était tabou, presque. Tout était codifié. Ouais. Et en tant que fille, j'avais pas le droit d'être dans un milieu de garçons, hein, parce que pratiquer un judo, il y en est typé un sport d'hommes, de garçons, hein, c'était pas évident. Donc moi, j'ai montré à tout le monde que c'est ce que je voulais faire, et même en étant fille, parce que j'arrivais à battre des garçons dans la salle de Borj El Kifan, une petite salle qui était à plus de 10 km de chez moi. J'avais ni moyen de transport, ni rien du tout. Parfois, je partais à pied. J'étais avec mes 5 frères, mais finalement, un derrière l'autre, ils ont baisé les bras, ils ont arrêté. Et moi, j'ai tenu le coup. Parce que j'avais cette envie d'aller de l'avant, de réussir dans cette discipline. Il y avait quand même une pression sociale. C'est les voisins qui disaient à vos parents, à votre père en particulier, mais il faut l'arrêter, il faut lui mettre le voile. Mais pourquoi elle pratique un sport de garçon? Oui, absolument. Parce que mais vos parents, c'est un peu vos héros, hein, à qui vous rendez hommage dans cet ouvrage, dès les premières pages. C'est pour ça que c'est important d'écrire, de témoigner, de faire un témoignage, laisser des traces, parce que même en 2018, il y a des filles qui continuent à vivre ce que j'ai vécu dans les années 80, même pour aller à l'école. Il y a malheureusement des petits villages où la fille n'a pas le droit de rejoindre la classe par rapport à un garçon. Donc c'est pour ça que moi,
j'ai été chanceuse de trouver le soutien de ma famille, de mes frères garçons. Hein, et aussi de mes parents, mon père, ma mère, qui m'ont toujours soutenu, qui ont toujours dit non justement à cette mentalité où la fille n'avait pas le droit de pratiquer tel métier ou tel sport parce que c'était une fille. Et puis j'avais cette responsabilité de montrer, de démontrer que je pouvais réussir. Et c'était un défi. Donc j'ai tout de suite relevé ce défi j'ai commencé à gagner. Votre vie a été, désolé de vous interrompre, oui. un défi permanent. Tout le temps. Tout le temps. Absolument. De votre naissance oui. jusqu'aux dernières pages. C'est ce que nous apprenons dans votre ouvrage, je le rappelle, Salima Souakri, Ceinture noire, Cœur blanc aux éditions El Bayazine. Oui. Mais alors, il y a j'ai presque scindé votre ouvrage en deux parties. Oui. D'abord, le côté familial et privé. Oui. Vous êtes né dans une famille qui vous a transmis des valeurs, mais surtout beaucoup d'amour. Oui. Je reviendrai sur ce film qui a été diffusé sur une chaîne de télévision étrangère où nous allons à la rencontre de votre mère, donc justement la femme, une Algérienne debout malgré tout. Elle raconte donc justement ces affres du terrorisme et de l'obscurantisme dans cette Algérie tourmentée des années 90. Mais vous le citez dès les premières pages, donc justement, vous nous présentez vos frères, votre fratrie. Mais il y a un garçon qui nous a le plus attiré notre attention, c'est votre frère Samir, le policier, beau gosse, grand taille, mince, délicat, attentionné. Hnin, on insiste sur le mot Hnin, il était très affectueux. C'est le mot qui revient dans la bouche de ceux qui l'ont connu. Hein. On dit qu'il est très sociable, ami de tous. Hein. Il nouait facilement des relations. Il disparaîtra prématurément tué par la horde terroriste en 93, le 4 du mois de décembre. Ça a été pour vous d'abord l'une des premières blessures béantes jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que j'ai eu à prendre à la lecture de votre ouvrage. Et c'est un choc, un électrochoc, du moins un tremblement de terre de 9 sur l'échelle des Richter, auquel vous n'avez jamais pu vous relever, ou des fois même, parfois le contraire. Absolument, absolument. Donc en fait, oui, on était une famille unie, une grande famille, avec beaucoup de bonheur, même si socialement on n'était pas riche, on n'avait pas beaucoup de moyens, on partageait nos vêtements, on partageait une assiette comme ça, assis autour d'une meïda, l'un à côté de l'autre. Parce que vous êtes issu d'une famille très modeste. Hein. Oui, très modeste, où mon père était garde forestier, ma mère était une infirmière. Mais une famille où il y avait beaucoup de bonheur et de joie. Et donc un jour, un 4 décembre 1993, 2 jours avant mon anniversaire, j'étais avec mon frère Samir et on discutait et je disais bon, mon anniversaire c'est dans 2 jours, qu'est-ce que tu as préparé comme cadeau? Et lui il préparait son mariage un mois après et il m'a dit regarde ma soeur, j'ai pas beaucoup de moyens mais je vais t'offrir une belle rose belle comme toi. Donc il était là à toujours choisir les mots Mais vous a dit également quelque chose de plus terrible à un moment donné, lorsqu'il préparait ses affaires. Oui. Vous lui dites, mais tu vas où? Tu vas où? Pourquoi lui, il avait senti le danger à un certain moment. Parce que le quartier-là, oui, on habitait, c'était un peu dangereux. Et donc, il avait senti le danger. Il a préparé ses affaires pour partir le lendemain, vivre. Passer des nuits à la caserne. Donc il a dit je vais au paradis. Tout à fait. Comme ça, comme on dit. Prémonitoire. Oui, et donc le soir même, moi j'ai été à l'institut parce que j'avais des examens à préparer et j'ai laissé ma famille. Et vers 1h du matin, il y avait des militaires, de faux militaires qui ont frappé à la porte. Ont frappé à la porte. Ma mère. Il était 2h Il était 2h du matin, oui. En pleine nuit, en plein couvre-feu. En plein couvre-feu. Ouais. Tout le monde dormait. Ma mère, c'était la première qui s'est réveillée et donc elle a réveillé tout le monde comme ça en douce pour que les terroristes ne sachent pas qu'on était à la maison, que mes frères étaient à la maison. Et donc Samir, il s'est réveillé, il a regardé par la fenêtre, il a vu que c'était des militaires. Mais en fait, il a un peu rassuré votre mère. Il a rassuré tout le monde, il a rassuré ma mère, il a dit ne t'inquiète pas maman, c'est des collègues, comme il a dit avec ce terme-là. Et il a fini par ouvrir la porte.
Elle est terrible, hein. C'est un passage extrêmement fort, extrêmement puissant. Donc, je te laisse le lire. Ah non, mais là, vous l'écrivez. Hein. Je vous cite Salima Swakri. Vous écrivez: le récit de cette nuit maudite restera à jamais gravé comme un tatouage de l'horreur dans l'esprit de ma famille. Dans un souffle fatigué, elle déroule ce récit horrifiant. Donc on parle de vous et de votre mère. Il est 2 heures du matin, donc en plein couvre-feu. La nuit était bien entamée quand 2 jeunes habillés de treillis de l'armée sont venus frapper lentement à la porte de la maison. Ma mère, avec sang-froid, avait donc réveillé discrètement tout le monde. Et dans le noir, Samuel, 22 ans, mon frère, avait regardé par une petite fenêtre et a voulu rassurer maman. Et on lui a fait remarquer que c'était des militaires. Ils lui ont dit de ne pas avoir peur. La mère, inquiète, ne voulait pas ouvrir la porte. Samuel était en confiance. Dès qu'il a ouvert la porte, les 2 soldats ont fait brutalement irruption dans le petit appartement en lui demandant où il dormait. Ils ont pris son arme, qui était cachée bien sûr, sous un oreiller, et là, ils le traînèrent 500 mètres dans un cimetière. Pieds nus. Et votre mère a entendu les coups de feu. Oui, et elle a dit à mes frères, elle a dit, c'est bon, c'est des coups de feu qui ont tué mon fils. Elle a senti, elle a tout de suite eu très mal au cœur et elle a dit... Elle a compris, elle a tout de suite compris. Donc vers 6 heures du matin, après le couvre-feu, elle est sortie en direction du commissariat, qui était à 10 km de chez nous. Et là-bas, elle a trouvé une ambulance parce que le corps, de mon frère était dans l'ambulance. On lui a demandé de le reconnaître, d'identifier. Oui, voilà. Donc elle est rentrée. Elle a trouvé le corps de sa mère tout chaud, encore chaud, avec un petit sourire qui était toujours là, parce que lui, il a toujours eu un sourire et c'était terrible. Depuis, notre vie a basculé. Mais vous êtes arrivé... C'était plus la même chose. Oui, mais parce que sa mère était morte et il a pris avec lui l'âme de notre famille. Ouais. Comme si c'était le pilier. Je ne sais pas, on n'a jamais su que c'était le pilier, mais finalement... je ne sais pas, disparaître avec cette horreur-là et ces conditions, ça y est, ma mère ne s'est plus remise de cette tragédie, ne s'est plus remise jusqu'à maintenant. Il y a pratiquement dans son témoignage, dans ce film documentaire, elle parle de l'être à l'absent. Elle continue à lui parler. Elle continue à... Même votre autre frère, qui était décédé 10 années après. Hein. Tout à fait. Oui. Et qui était très pratiquant. Mohamed, oui. Vous parlez de Mohamed, oui. Non, je parlais d'abord de votre premier frère qui est parti dans des conditions terribles, mais également celui qui a choisi une autre voie. Une autre voie, mais qui était aussi... Mais que ma mère avait respecté. Tout à fait. Parce que ma mère a toujours respecté les choix de chacun de nous. Et elle nous a toujours encouragés, chacun dans notre voie. Donc même si Mohamed avait choisi cette voie d'être... dans la religion, d'être dedans, etc. Elle a toujours soutenu, mais il a jamais été dans l'intégrisme. Au contraire, il voulait étudier la religion, bien la... C'est votre mère qui lui a offert les premiers ouvrages, livres, absolument, livres qui étaient chers à l'époque, mais elle faisait des économies pour donner. Moi, ma mère, pour mon premier billet d'avion, elle avait pris l'économie de la maison parce qu'en fait, quand j'avais 13 ans, mes parents sont divorcés. Donc on est resté avec ma mère. Mon père est parti vivre ailleurs, et donc c'est elle qui avait pris cette responsabilité. Cette femme, cette mère courage. Oui. Donc, un beau jour, pour être en équipe nationale, il fallait passer par un tournoi international à Béjaïa. C'était un 8 mars 90. Et donc, le club était parti sans moi. Et moi, je pleurais à la maison. J'avais une déception terrible. Ma mère, elle est venue, elle m'a trouvée en pleurs. Elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, voilà, j'ai envie d'aller participer à ce tournoi parce que c'est ça qui va m'ouvrir les portes à l'équipe nationale de judo pour le haut niveau. Et elle n'a pas pensé du tout. Elle est allée, elle a cherché des économies. Elle m'a acheté un billet d'avion et elle m'a dit, vas-y ma fille, envole-toi vers le succès, la réussite, etc. Et depuis ce jour, j'ai toujours eu cette phrase dans ma tête et je me suis envolée vers le haut niveau, vers la réussite.
et les portes se sont ouvertes à travers. C'est ce que je disais, la résilience, vous construire malgré les douleurs, malgré les blessures, malgré le doute, mais également malgré la violence qui a secoué ce pays, et également votre famille. Hein. Alors, ça s'appelle donc Ceinture Noire, Cœur blanc de Salima Swakri. On va revenir un peu plus loin dans votre ouvrage, je te rappelle, écrit avec l'étroite collaboration de Jawdet Gessouma, à qui nous allons donner la parole dans quelques instants. N'oubliez pas, question, réaction, culture club, @20tv.dz. Il y a, je vous l'ai dit en début d'émission, 2 passages qui m'ont le plus parlé, qui m'ont également soutiré quelques larmes de Hnana dans ce monde de brut. Ça, je peux vous le dire. Donc, c'était l'histoire de votre famille, dans le polygone étoilé ou le polygone familial, hein, et Kassamen en Sardaigne. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vais juste citer quelques petites phrases et je vous donnerai la parole. Alors, on est le 18 juin 2000, c'est l'habituel tournoi d'Alghero en Sardaigne. Notre athlète emblématique arrive en demi-finale d'une compétition. Elle voit arriver vers elle l'une des organisatrices affolée qui vient lui dire que l'hymne algérien et le drapeau ne sont pas disponibles. Autant amusé qu'irrité, Salima Swakri sait que les Algériens n'ont jamais brillé lors de ce tournoi. Et les organisateurs italiens, trop sûrs d'eux, n'ont jamais prévu une victoire algérienne, d'où l'absence de drapeau et d'hymne algérien. Et voilà qu'une jeune sportive nommée Salima vient leur donner le pion. Elle avait pourtant averti les organisateurs par une farouche « Débrouillez-vous parce qu'en fait, je vais gagner ». Voilà, un autre défi. Voilà, un autre défi que vous avez relevé quelques temps après. Oui, en fait, ça c'était un tournoi international et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Et c'était le fait de ne pas, ne pas donner de l'importance, on va dire, à l'équipe algérienne. Ça m'a encore boosté pour aller en finale et gagner ce tournoi international. Et voilà, j'avais gagné en demi-finale, je vais en finale, je gagne. Hein, par malheur de ses responsables. Aux organisateurs italiens. Et donc, ils préparent le cérémonial pour le podium. Et la dame, elle était verte, comme on dit. J'étais vers elle. Complètement. Hein. J'étais vers elle, je me suis dit, je lui ai dit, madame, vous avez un micro-baladeur? Alors, elle a eu peur. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Et j'ai pris le micro, j'ai caché, je suis montée sur le podium. D'ailleurs, il y a même la photo. Tout à fait, exactement. Avec le micro-baladeur. Et donc, ils ont mis le drapeau algérien, et j'ai pris la parole. Et vous avez chanté l'hymne national. J'ai dit, voilà, j'ai d'abord parlé comme ça, les gens allaient comprendre ce qui allait se passer, parce que c'était une première dans le monde. Ça n'a jamais, ça n'est jamais arrivé. Et j'ai pris la parole, j'ai dit, voilà, je m'appelle Salima Swakri, je viens d'Algérie, je viens de gagner ce tournoi. L'organisation n'a pas l'hymne national algérien. Vous allez devoir supporter ma voix. Je chante très mal. Donc voilà, c'était un peu d'humour, mais j'étais là. Et voilà. Et donc j'ai commencé à chanter et tout le monde se mettait à applaudir avec moi. Mais finalement, c'était l'hymne national qui avait le plus retenti dans cette salle et qui avait fait le plus de bruit finalement que les autres. Et vous avez quand même sorti un petit drapeau algérien dans le drapeau. Oui, le fameux drapeau dont vous parlez non, le drapeau était dans mon sac. Je lui avais donné. Pour le hisser, mais il était hors de question qu'il se hisse sans l'hymne national, en silence. C'est pour ça que j'ai aussi chanté sur le podium. Et finalement, le lendemain, toute la presse italienne internationale avait écrit sur cet incident, mais la sympathique algérienne a tout de suite trouvé l'occasion de sortir avec diplomatie. Il y a des événements, il y a des espaces en particulier qui nous marquent à vie. J'ai bien dit à vie. Il y a une salle qui n'est pas loin de la maison de la télévision et de la radio, qui a également marqué votre parcours, c'est la salle Harsha. Absolument. Vous parlez de temple de tous les bonheurs. Oui, absolument. Le temple des victoires sportives algériennes. Donc en 90, l'Algérie avait gagné la Coupe d'Afrique de football. 4 mois après, il y avait le championnat d'Afrique à Harsha. Il y avait un Tunisien qui est maintenant le président de la fédération tunisienne. Alors il rentre à Harsha, il comprend rien. La salle archi-comble avec un public connaisseur qui chantait, qui avait préparé des chansons spéciales à nous avec les prénoms de Salima, de Melidja, de Yacoubi, etc. Et donc il était étonné. Et cette salle-là, j'ai gagné les meilleurs de mes médailles, les meilleurs de mes succès. Et aussi, la fin de ma carrière était dans cette salle.
pleuré. Ah, vous avez vraiment pleuré, hein? J'ai pleuré. Le public était là à pleurer parce que j'avais dit que c'était ma dernière compétition, c'était en 2008. J'ai commencé en 84, la fin de carrière c'était en 2008. Il y avait que des... Et on sent encore dans l'émotion dans votre voix jusqu'à maintenant. Oui, absolument. Des larmes de joie, des larmes de tristesse. J'allais être frustrée parce que je voulais continuer à faire du judo même à 99 ans. Je ne sais pas, je me suis dit, c'est pas normal que j'arrête, mais bon, c'est ça, il fallait... Et dans cette même salle, un grand champion et responsable du judo tunisien, Skandar Hashicha, entre dans la salle et observe ce merveilleux public. Vous en parlez et estime que le public connaisseur est unique dans le monde, parce qu'il nous boostait à aller chercher cette médaille. Ce public-là, il nous, comme j'ai toujours dit, il nous dopait pour aller, même si parfois on n'était pas forcément bien préparés, et le public était derrière nous, il nous poussait. Il y avait une petite anecdote dans cette compétition, je me suis blessée en finale, j'avais eu une entorse très grave de la cheville, donc je ne pouvais pas marcher. Mais une douleur terrible. Une douleur terrible. Vous aviez des larmes aux yeux dans Je pleurais, il y avait même la télévision qui passait les images en direct. Et il y avait une famille qui regardait, qui habitait près de Halcha, habitait Belcourt. Un père et ses enfants et sa femme. Donc ils sont venus, donc ils regardaient à la télé. Et moi, comme j'étais blessée, le combat s'est arrêté. Ils ne pouvaient pas finir le combat à la télé. Ils sont venus en courant à Halcha et ils m'ont soutenu. Et dès que j'ai fini le combat, en gagnant avec une seule jambe, sur un seul pied. Et quand je sors avec la médaille, etc., là, ils sont venus me raconter cette histoire et j'ai vraiment très très chaud au cœur. Ils m'ont pris dans leurs bras. Voilà, on est content. On est venu spécialement pour vous dire merci. Merci de ce bonheur. Merci de nous donner espoir, parce que on parlait tout à l'heure de la décennie noire qu'a vécu tout le monde. Vous, journalistes, et le peuple algérien, tout le peuple algérien, sportif, écrivain, personnalité, etc. Donc nos exploits sportifs redonnaient justement tout un espoir à une population à travers nos exploits sportifs, à travers notre volonté de rester là et de combattre ce justement mouvement intégriste et terroriste de par nos exploits. Et à un moment donné, vous voyagez et vous devenez, je le rappelle, d'abord entraîneur à plusieurs reprises de l'équipe nationale, je le rappelle encore une fois, mais tout ça est dans votre ouvrage. On ne raconte jamais tout dans cette émission. On invite et on suscite la curiosité de ceux qui nous écoutent pour aller pousser les portes de leur libraire pour acheter l'ouvrage de, je le rappelle, Salima Souakri. Vous devenez animatrice à la télévision, à travers une émission où il est toujours question de panser les plaies de ceux qui souffrent, c'est-à-dire ouvre-moi ton cœur, confie-toi à moi. Je reste toujours dans la douleur que j'ai toujours vécue et donc à travers cette émission, c'était une autre occasion pour moi de tendre ma main aux autres et d'essayer d'aider, d'apporter un plus, d'apporter un sourire, de donner la possibilité aux gens de communiquer, parce que dans notre société, malheureusement, c'est devenu normal qu'on se dispute, qu'on voit des gens se disputer dans la rue, s'insulter et tout, mais se dire je t'aime, le mot je t'aime, c'est comme un tabou chez nous. Non, on dit n'habbak ya jaddak, pour ne pas dire autre chose. Voilà, كلمة نحبك pour sa femme ou sa maman, c'est يحشم الواحد pour la dire. Donc dans mon plateau, j'incite tout le monde, à ceux qui viennent participer, justement, à se dire ces mots, à inculquer une culture du pardon, de l'amour, de la tolérance. Et jusqu'à maintenant, c'est une très très belle expérience humaine que je suis en train de vivre à travers cette émission sociale. Ça se passe en Tunisie, c'est une émission qui passe dans une chaîne algérienne et qui est au début. On peut la citer, c'est pas un problème. Et c'est une émission. Au début, tout le monde me disait que j'allais pas forcément réussir parce que l'Algérien ne parle pas de ses sentiments. Mais finalement, il y a un engouement très important de tous les Algériens qui viennent de toutes les wilayas d'Algérie.
Algérie et qui aiment cette émission. Attendez, mais il n'y a pas que ça dans votre ouvrage. Je le rappelle, Salima Souakri, ceinture noire, cœur blanc. Il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'ils vous aiment. Les témoignages qu'on lit et qu'on découvre dans votre ouvrage. On va prendre juste un exemple, celui de l'Arbi Ben Boudaoud, hein, ce champion du monde et champion d'Europe, meilleur entraîneur européen 2018. Quand il parle de vous, il dit « En sillonnant les tatamis de par le monde et au fil des différentes compétitions internationales, j'ai pu croiser tant d'athlètes venus d'ici et de là, du globe bien sûr, chacun avec ses techniques et sa personnalité. Il y en a une en particulier qui a su retenir mon attention. Il partage aussi avec moi ma nationalité d'origine, c'est Salima Souakri. » Oui, absolument. Donc l'Arbi Ben Boudaoud, c'est un beau témoignage que j'ai eu parce que c'est quelqu'un qui est d'origine algérienne, qui représente la France, mais qui a toujours gardé cet amour de l'Algérie. Donc quand je gagnais tout le temps au niveau international, il venait me féliciter, il était tout content de dire c'est ma compatriote et elle vient d'Algérie malgré toutes les difficultés, mais elle arrive à gagner des médailles, surtout lors d'un tournoi bien particulier à Paris, à Bercy, en finale contre une Française, où avec 30 000 spectateurs sur place à Bercy, et je gagne cette finale. Donc c'est une belle médaille. La rage au cœur. Hein. La rage au cœur, oui. Mais on peut réellement dire que votre vie, et ça c'est la question que je poserai bien sûr à Jawed Gassama dans une poignée de secondes, est une véritable... Vous avez une âme de guerrière, mais votre vie, votre parcours est une saga. C'est vraiment cela que j'ai retenu à la lecture de votre ouvrage. Salima Souakri, ça s'appelle Ceinture noire, cœur blanc. C'est aux éditions El Bayazine. On peut vous entendre pendant des heures, mais le temps passe tellement vite, me dit le réalisateur. Il faut juste parler de Maria, ma fille, sinon elle sera pas contente. Hein. D'accord, très bien. Alors là, vous finissez l'ouvrage en apothéose, en parlant de votre époux, un sportif lui également. Le contraire m'aurait étonné, mais également de votre fille qui est la plus belle de mes médailles. Non, vous le dites, mais qui est plus belle que vous, moi je peux vous le dire également. Oui, je le confirme. Je le confirme. Voilà, ça c'est une vie, un parcours. Elle raconte également cette histoire de l'Algérie des années 80 et des années 90. Pratiquement 30 ans de témoignages dans cet ouvrage. Encore une fois, vous êtes aujourd'hui conseiller auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports. À un moment donné, vous avez été mise de côté, hein, il faut le dire. Oui, absolument, oui. Mais là, c'est une forme de reconnaissance, Salima Souakri. C'est une forme de reconnaissance et je tiens vivement à remercier le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Hattab, qui a pensé, pas uniquement à moi, mais aux anciens athlètes, aux anciens champions. Qui ont souvent été dans la marginalisation. Absolument, et qui peuvent donner un plus, parce que c'est nous qui étions toujours dans le terrain, nous avons une expérience du terrain, et nous avons beaucoup de choses à donner et un savoir-faire à offrir à cette génération. Donc vivement ce poste, et on va tout faire pour apporter un plus à la jeunesse algérienne et aux sportifs algériens. Et surtout au sport féminin dont on ne parle pas. Et surtout au sport féminin, absolument. Ça c'est une autre histoire. Oui. Question réaction cultureclub@tv.dz. Bonsoir, Jawed Gassama. On parlait de lutte, on parlait de violence, mais on parlait également de résilience. Comment vous l'avez approché pour qu'elle vous ouvre son cœur? Avec des friandises, voilà. Avec des friandises qu'on ne peut pas citer ici, c'est une marque croustillante, voilà, c'est du chocolat. D'abord, il a fallu la pâter, et ensuite, il a fallu préciser que, parce que, paradoxalement, ce livre, je l'ai écrit, mais je l'ai écrit avec un stylo et des notes. C'est pas... Et basé également sur des souvenirs. Voilà, donc j'ai mis ma plume à la disposition de Salima. Et il y a une phrase qui m'avait d'abord touché avant que j'avais approché des petites filles. J'avais approché des petites filles qui étaient dans le sport, et j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes plus âgé? Il y en a beaucoup d'elles qui m'ont dit, on veut devenir Salima Souakri. Donc Salima Souakri est devenue une fonction, et non pas un nom et un prénom. Et donc à partir du moment où elle a intégré cette fonction d'exemple, de locomotive et d'école de la vie, ça m'avait conforté dans le fait que
qu'il serait très intéressant qu'on accompagne cette grande dame dans... C'est l'itinéraire d'une battante. C'est l'itinéraire d'une battante. C'était d'ailleurs un des titres, des sous-titres après qu'on avait un peu supprimé, parce qu'on s'est dit ceinture noire, cœur blanc, ça résume tout, donc il n'y a pas de souci. Et contre Hussein Sderi, qui est vraiment un personnage à qui il faut rendre hommage, puisqu'il a été toujours derrière les coulisses, et il a toujours, ça a été un écrivain, un journaliste qui avait d'abord créé Diwan, c'est pas la maison d'édition, hein, non pas l'imprimeur et l'éditeur. On avait ensuite changé pour Al Bayazine pour des raisons justement qu'il y avait pour ne pas confondre. On a beaucoup insisté sur le caractère culturel, sur le caractère immatériel, le caractère de patrimoine dont est construit notre pays. Et sur plusieurs... Donc on a fait l'histoire fabuleuse du sport algérien, l'histoire Rachid Mkhloufi, il y a beaucoup de personnages, des cyclistes, les boxeurs, Cheikh Hamia, Bob Omar, tout ça, Rachid Mkhloufi et tout. Et on a poursuivi avec Salima Souakri. Il faut dire aussi que, je m'excuse pour ta modestie, mais c'est un personnage très glamour aussi. Elle représente une image, elle est faite de beauté, Salima Souakri, beauté de l'âme, beauté physique, tout ça. Elle est faite de résilience, de combat, et c'est vrai que c'est un exemple. Mais c'est un sport où l'on tombe souvent, c'est une femme extrêmement blessée physiquement. Alors là, dans le livre, il y a justement un récit de toutes ces blessures, des rires, des larmes, des blessures autant physiques que morales et tout. Et il fallait qu'on transcrive cela. Le directeur de collection, M. Hussein Sderi, a demandé des écrivains pour que nous puissions incarner cette... Il ne fallait... je ne serais peut-être pas modeste, mais il fallait des écrivains pour transcrire ce côté tragique, ce côté dramatique. C'est une tragédie grecque à elle toute seule. Salima Souakri est une tragédie grecque, mais qui se termine bien. Oui, mais à un moment donné, vous êtes presque dans la déclaration d'amour vis-à-vis de... Oui, parce qu'à un moment donné, vous écrivez, je vous cite... Mesurez vos propos, nous sommes tous les deux morts. Vous n'êtes pas pour la paix des ménages. Exactement. Ça m'est déjà arrivé avec le roman, déjà il y a eu des problèmes, donc on ne va pas recréer le problème. À un moment donné, vous écrivez, je vous cite... Heureusement qu'elle a collé. Oui, ben, la photo est tellement belle également. Vous écrivez « L'alchimie indéfinissable qui laisse la beauté transparaître dans un sourire ou dans un regard ». Mais on n'hésite pas à dire « je t'aime ». Nous sommes dans le domaine du sensuel et de l'esthétique. Parce que là, justement, on a aussi voulu traduire ce parcours d'une manière esthétique. Parce que quand on parle de projet, de son projet de vie, de son parcours de vie, c'est aussi, il y a eu tellement de douleurs, tellement d'humanité, tellement de choses tragiques qu'il n'y a que le côté littéraire qui peut transcrire cela. Et le directeur de collection a insisté pour avoir des écrivains qui racontent ce parcours de vie. Par exemple, il y aura probablement, si on a un financement, parce que les livres sont très difficiles à faire, sur Cherif Hamia, qui a un parcours de vie, mais alors là, hallucinant. Si on ne met pas de l'esthétique, si on ne met pas de la littérature, on ne peut pas arriver au même... de la poésie. Aussi, Djaoudet, c'est parce que j'ai toujours fait du judo. C'est un sport où les gens pensent que c'est un sport qui rend forcément moche ou là qui. Au contraire, moi j'ai cette responsabilité de donner une autre image de ce sport qui est. On peut faire le haut niveau et on peut rester belle, élégante. Non, vous êtes une véritable chrysalide. Hein. Quand on voit certains de vos photos et aujourd'hui, c'est une transformation fulgurante. Salima Souakri. Et les passages, justement, dans sa vie ont été comme celle de la chrysalide. Elle a eu beaucoup de passages dans sa vie qui sont dialectiques. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment radicaux et bruts. Un passage elle a été très héroïque dans tous les sens du mot, très tôt. Donc, et c'est justement, quand je parle de résilience, c'est justement cette construction qui se refait après les chutes. Et les gens qui disent aujourd'hui, moi, sincèrement, c'est-à-dire que ça c'est un message
politique, socio-culturelle, sociologique, tout ce qu'on veut. Les gens qui disent aujourd'hui dans une Algérie de 2018, je peux pas ou c'est impossible, ça franchement, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre d'ouvrage, parce qu'on fait d'autres ouvrages dans cette maison d'édition qui est très atypique, elle est très alternative. On fait des ouvrages pour dire on a un sacré pays, on a des sacrés personnages. Et c'est des locomotives, même quand on parle de villes comme Constantinople, Kabylie, on parle d'esprit plus que d'autres choses. On avait cité ça. Et je pense que Salima voudra dire des choses. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui a été le plus merveilleux de partager 2 ans de sa vie pour l'écriture de ce livre-là et le plus terrible de la suivre en continu, Jawdat bon, les Gassama? blessures, déjà, ça a été tragique. Ça a été les larmes... à la lecture, on les a, mais à l'évocation de ces choses-là, parce qu'en intimité, il y a beaucoup de choses qui sont partagées. Oui. Je pense courir le risque de dire que je partage une grande amitié avec Salima Swakri. Et ça, c'est une des plus belles choses, parce que juste maintenant, j'ai un autre rapport avec ce personnage. Je ne sais pas, c'est une amie, je l'aime beaucoup, mais il y a le fait que c'est le sujet d'un livre, c'est incroyable, ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très très étrange. C'est-à-dire qu'elle est le sujet d'un livre et vous vous dites qu'elle est votre amie aussi, donc c'est vraiment une grande chance, un grand honneur. Elle se livre facilement. Ah oui, quand elle vous fait confiance, je pense que c'est une question de confiance. Je trouve que c'est quand même un honneur d'avoir partagé justement des choses qui sont très 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 intimes de cette... Il y a des choses que j'ai jamais dit et que vous allez trouver dans le livre. Moi, je dirais juste une phrase en arabe, c'est « Al-azma tuwallidu al-himma ». Ça veut dire que c'est dans la souffrance ou l'adversité ouais. qu'on puise notre énergie pour aller de l'avant. Les grandes œuvres naissent généralement dans la douleur. Absolument, voilà, c'est ça. En tout cas, c'est le parcours d'une femme d'exception à l'image de ce pays qui s'est toujours relevé. Voilà. Et ils nous racontent tous les deux, Salima Swakri et Jawdat Gassama, je vous le rappelle, ceinture noire, cœur blanc. C'est aux éditions El Bayazine à mettre entre toutes les mains. Comme je vous disais en début d'émission, c'est l'avant-dernier numéro de l'année 2018. C'est un livre à offrir, mais également à s'offrir à toutes les personnes que vous aimez. Question-réaction, cultureclub@20tv.dz. Merci Salima Swakri. Merci Jawdat Gassama. Et cette fois-ci, c'est un roman. Je ne sais pas comment le présenter, très sincèrement. Est-ce un roman? Est-ce un road movie? Parce qu'il raconte également cette Algérie bien avant l'indépendance, jusqu'à son départ en 1963, et puis la consécration hors de nos frontières pour ne parler que de la France, parce qu'après il a traversé les frontières et les pays. Un roman d'une vie dont il est le héros. Je le rappelle encore une fois, on est parfois même dans une forme ou un regard à la James Bond. Alors lui, c'est Djilani Maachi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous merci, c'est moi ce soir. Merci. Je vous ai senti très sensible au parcours de Salima Swakri. Ouais. Vous les femmes, vous les sublimez depuis pratiquement 50 ans que vous pratiquez ce métier. Ça ne tient qu'à un cheveu, de l'Algérie à Paris. Parcours d'un coiffeur lunaire, c'est aux éditions Nessib. Mais vous aussi, c'est votre mère qui vous a réellement ouvert la voie. Vous le citez dès le départ, vous nous parlez de hasard. On va y revenir dans quelques instants. Je le rappelle, Djilani Maachi, quand vous écrivez Lalla Malika, de la petite fille à la vieille et du petit garçon à l'adolescent, tous l'appelaient ainsi. Elle était respectée, adulée, tous lui vouaient une grande affection, son sourire simple, angélique, donnait de l'entrain. Il faisait accomplir les tâches les plus délicates aux plus récalcitrants. Sa beauté est indécelable. C'est à l'intérieur qu'elle réside. C'est un être de bonté qui dégage une énergie si dense que la fille de service qui l'accompagne dans ses tâches quotidiennes ne peut se détacher d'elle. La beauté, la mère, toujours et encore. Et c'est cette mère, à travers toutes les femmes que vous avez rencontrées, que vous avez coiffées, que vous avez sublimé, que vous la retrouvez. Vous êtes toujours en quête de cette mère. Là, c'est du moins ma propre lecture. Elle est toujours près de moi parce que elle est restée jusqu'au jour où j'ai ouvert mon salon de coiffure à Palais Royal. Et 8 jours après, elle est partie. Elle n'est plus de ce monde.
parce qu'elle attendait jusqu'à l'ouverture de mon salon, parce qu'elle s'est inquiétée pour moi. J'avais une très grande complicité avec ma mère, parce que ma mère, elle était beaucoup plus proche de moi que mon père, mais mon père aussi. Non, vous le craignez, votre père? Non, je le craignais, parce que mon père... Et l'amour et la crainte en même temps. Mon père, ce que j'admire en lui, c'est qu'il m'a donné une très belle éducation. Il nous a donné une éducation, surtout quand on a quitté l'Algérie. Je suis toujours attaché à l'Algérie, c'est mon pays. On n'avait plus de repères. Et il nous a appris surtout une autre culture quand on est arrivé en France, qu'il fallait s'intégrer dans cette société, qu'il fallait qu'on oublie maintenant l'Algérie, parce que mon père, il a tellement fait de belles choses. Il fallait s'intégrer. Ouais. Il fallait s'intégrer dans ce pays qui nous ouvre les portes, en fin de compte, qui nous ouvre plutôt les bras qu'autre chose. Mais l'exil, vous l'avez très mal vécu. Très mal vécu. C'était un arrachement pour c'était très dur. C'était une très grosse blessure. Parce que, avec tout le bien que mon père a fait pendant les événements, il s'est retrouvé trahi. Un moujahid, faut-il le dire. Pour moi, c'était un moujahid sur mon le terrain. Mon père, ce héros. Il était directeur de l'hôpital, il n'avait pas le choix. Quand il avait des moudjahidines qui venaient, des blessés, il était obligé d'exécuter. Le seul truc, c'était de les soigner et de les protéger et surtout de les cacher. Dans une morgue. Dans une morgue. Là, on n'allait jamais les chercher. Voilà, jamais. Et alors moi, à cette époque, j'étais tout petit, j'avais 13 ans, quoi. J'allais avec des lampes électriques, je leur amenais à manger, je les protégeais. Quand il y avait la visite de la PM qui passait à l'hôpital, il fallait que j'aille les prévenir avec des morses. Ouais. Comme quoi qu'il fallait faire attention, parce qu'à la PM, ils sont en train de visiter l'hôpital. Et mon père, il était pratiquement réveillé toutes les nuits à 2h du matin. La PM savait qu'il y avait des blessés. Donc il le réveillait, il lui disait, Monsieur Machi, ils sont où? Mon père, il dit, mais vous parlez de qui? Des blessés. Mais il n'y a pas de blessés. Et donc, à un moment... Alors, il visitait toutes les salles de l'hôpital jusqu'à 4h du matin, sauf la morgue. Là où ils étaient cachés, bien sûr. Là où ils étaient cachés, où ils étaient armés. On ne pouvait pas rentrer là-dedans, celui qui est rentré. Donc, à un moment, le départ, l'arrachement, l'exil intérieur et l'exil géographique. Non, ce qui m'a beaucoup blessé, Karim, c'était au moment de l'indépendance, on était tellement contents d'avoir eu cette indépendance. On a participé et je me rappelle comme aujourd'hui, je ne pourrai jamais oublier ces images, c'est impossible. Le directeur de l'école, il nous a tous rassemblés, il nous dit des fils Machi, rentrez rapidement chez vous. On est arrivé un petit peu trop tard où il y avait une manif devant l'hôpital. Il y avait plus de 800 personnes qui voulaient tuer mon père, ainsi que ma mère. Ouais. Et ma grand-mère aussi, qui se faisait frapper contre un mur, ils étaient en train de faire des prières avant de les descendre. Quelle image pour Et nous, on était dans la foule. J'étais dans la foule, j'étais avec les manifestants. Et on ne savait pas ce qui arrivait à mon père. Je voyais mon père de loin, contre un mur avec ma mère. J'ai dit, ça y est, c'est fini, on pleurait. Il y avait le concierge qui s'appelait M. Kourichi, que je lui rends aussi hommage. Il m'a dit, prends tes frères et sauvez-vous, rentrez de l'autre côté derrière l'hôpital. On était partis et on est arrivé vraiment à temps d'être avec nos parents. On devait aussi y passer. Je voyais des gens qui faisaient la prière avant de tuer mon père, et ça c'est choquant. Une image qui vous Ah non, je ne pourrais jamais oublier ça, jamais. Ma mère qui se faisait gifler par des types, mais des voyous en fin de compte. C'est des gens qui sont venus des montagnes, c'est pas les gens de la ville, bien au contraire, les gens de Khenchla, au contraire, ils étaient très solidaires, ils ont protégé un petit peu mon père. Donc ils se sont révoltés contre ces manifestants. J'avais mon oncle, Kadour, Miqdoul, à cette époque-là, il était nommé commissaire à Khenchla. Quand il a entendu à travers la radio, il est venu avec une équipe à lui. Ils ont tiré en l'air pour faire fuir les manifestants. Alors, il y a le parcours, il n'y a jamais de hasard, même si vous en parlez très souvent dans votre ouvrage. Je le rappelle, Djilani Maachi, ça ne tient qu'à un cheveu aux éditions Nessib. Vous dites, mon parcours de coiffeur a débuté presque par accident. Je devais seulement me faire couper les cheveux pour être embauché dans un garage de réparation d'automobile. Heureusement non, mais le hasard a voulu que je tombe sur un patron qui avait horreur des cheveux longs. Là, nous sommes bien sûr dans le Paris des années 60. Il m'ordonna d'aller chez un coiffeur et celui-ci était Jacques de Closet, qui vous a réellement aidé, conditionné, orienté, beaucoup. Ouvert toutes les portes. Vous le citez, vous lui rendez hommage à plusieurs reprises dans votre ouvrage Djilani Maachi. Alors, j'avais pris les ciseaux alors qu'il me coiffait. Ce n'était plus un hasard, mais le destin qui me poussait chez ce maître. Il me prit sous son aile et m'a pris à saisir le cheveu qui me retint dans ma vie professionnelle. Je reste suspendu à un simple cheveu, c'est dire combien il est résistant. Quand on parle de vous, il
y a un terme qui revient souvent sur les réseaux sociaux et partout dans le monde, c'est le coiffeur de la pleine lune. Oui. Alors, pour cela, il faudrait y revenir et s'arrêter à la page 15, si vous permettez, Djilani Mahachi. Alors, vous dites, première vision de la lune. Et là, nous sommes bien avant, quelques mois avant 1948. Alors, vous dites, Tabargda, une crevasse que les eaux ont façonnée dans la roche calcaire, un oued où bruissent des eaux tranquilles que des paysans utilisent pour abreuver les figuiers qui font la fierté des habitants. Et c'est dans cette région que ma mère vit une lune si grande en cet été de l'année 48. Elle s'asseyait dans la grande cour à regarder pendant des heures un ciel net où l'étoile se cache le temps d'une apparition de l'astre lunaire. Toute la contrée est éclairée, on y voit aussi clair que dans la journée. On sent la tranquillité, la paix s'instaure en ces moments de pleine lune. Mais votre mère était enceinte de vous. Oui. Et je suis né et nu de pleine lune. Tout à fait. Et j'ai trouvé le calendrier à Paris. Donc il n'y a pas réellement de hasard. Vous êtes le fils de la lune. Voilà, on dit que le hasard fait bien. Oui, oui. Oui. Et la lune m'a fait beaucoup voyager grâce à ce concept que j'ai mis au point en Europe. J'ai voyagé dans le monde entier où j'étais invité par des collègues, des coiffeurs. J'étais au Brésil, au Japon, aux États-Unis. Non, mais avant cela, attendez, mais avant cela, vous n'étiez pas vraiment un bon élève, vous. Hein. Oui. Votre père et votre mère, comme dans un livre de Drucker, Michel Drucker, que vous citez également dans le livre, disaient souvent, vous l'entendez dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Ouais. Donc, à un moment donné, vous avez suivi... dans la lune. Ah, dans la lune, exactement. À un moment donné, vous avez suivi un stage pour être maçon. Oui. Et puis après, hein, vous avez été dans l'obligation d'être donc travailler dans un garage d'automobile. C'est dans ces conditions-là, bien sûr, que vous avez été dans l'obligation d'aller voir, pousser la porte d'un coiffeur pour vous couper les cheveux. Et tout est arrivé pratiquement assez vite à un moment donné. Mais cela dit en passant, vous aussi, comme Salim Aswakri, êtes... habité par beaucoup de douleurs, beaucoup de blessures, parce que tout n'a pas été rose pour le jeune homme que vous étiez en France dans les années 60. Ah, c'était très très dur. C'était très très dur. Avant d'arriver, justement, quand j'ai rencontré Jacques de Closet, quand j'ai quitté le garagiste, c'est vrai, j'avais pas les moyens de me... Enfin, le garagiste, il vous attend toujours. Hein, il m'attend toujours. Parce que vous êtes sorti, vous faire couper les cheveux, et du coup, il n'est plus jamais revenu. Souvent, Karim, je passe souvent à Chaussée-d'Antin, je passe justement devant ce garage qui n'existe plus. Et je dis toujours, je m'arrête, je dis, c'est drôle. Je suis sorti d'ici pour aller me faire couper les cheveux. Et j'ai gardé... je peux pas m'échapper. À chaque fois, quand je vais faire mes courses les galeries, je passe par ce garage et je dis, c'est incroyable, j'aimerais bien retrouver ce patron pour lui dire merci en fin de compte, parce que il m'a trouvé ma chance. Peut-être que je cherchais un salon de coiffure partout pour me faire couper les cheveux. Et là, je rentre. Je suis chez un grand maître à l'époque qui était c'était le coiffeur rock'n'roll. Voilà. Tout le showbiz qui faut-il le rappeler à nos téléspectateurs, on est dans les années yéyé, hein, les Johnny Hallyday, les Sylvie Vartan, Antoine, c'est là, la première fois où je suis rentré dans le salon de coiffure, je suis tombé nez à nez avec Antoine. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, maman, dans 20 ans, si tu veux. Oh yeah. C'était à l'époque, exactement. À l'époque, c'est un grand voyageur au passage. Exactement. À l'époque, c'était les problèmes qui l'accompagnaient, c'était ces musiciens qui sont devenus les Charlots. Que vous avez rencontré aussi. Oui, les Charlots, j'ai connu, je les ai même coiffés. Et je me suis trouvé dans... Vous les avez vraiment coiffés, les Charlots, avec ces cheveux avec des perruques, quand je jouais sur les Moi, mon plus beau souvenir, c'était avec Gainsbourg. Parce que vraiment, c'était un personnage pour... D'ailleurs, je l'ai connu chez De Chavannes. Il voulait absolument se faire un catogan, il n'arrivait pas à le faire. Je lui dis, est-ce que je peux? Il me dit, allez-y. Et il m'a dit, mais je veux un catogan, mais pas coiffé, décoiffé. Alors, Serge Gainsbourg, il s'installe, cigarette à la main, le verbe facile. La plaisanterie domine tout son discours. Parfois, il devient flagellant. Il ne ménage pas les clients qui veulent lui tenir tête. Tous les clients déposent les armes. Ils ne sont pas en mesure d'affronter ce monstre de la chanson. Sa tête est entre mes mains. Elle n'est pas facile à tenir immobile le temps d'une coupe. Il bougeait trop et n'était pas... il n'arrêtait pas de dire ce qui se passait par son crâne. Il tournait subitement. Il se levait sans crier gare. Heureusement que
que le connaissant, je me méfiais de ses réactions. Il ne tenait pas en place. Serge Gainsbourg, comme c'est souvent le cas, est légèrement éméché, sa tête ballante. Je devais faire des contorsions pour le maintenir, le temps d'affiner une mèche. Il allumait une cigarette, puis une autre. Il lançait une flèche à un client et aux autres curieux qui avaient envahi mon salon. Il est l'attraction du moment. Il me prenait la main alors que j'étais sur le point de lui couper une mèche rebelle. Ouais. C'était ça. On revit avec vous réellement le Paris, l'Algérie et le Paris des années 60 et des années 70 jusqu'au, bien sûr, début des années 80. Mais celui, je pense, qui a réellement propulsé votre carrière, ça a été l'émission de Christophe de Chavannes. Michel Drucker. Drucker d'abord, et de Chavannes un peu plus tard. Ouais. Et j'ai eu aussi Denisot, mais le plus c'était Michel Drucker. Ma première émission de télé, je me rappelle comme aujourd'hui, c'était avec Jacques Martin. Je pense que tu as lu le passage de Jacques Martin. Et comment ? Et depuis Jacques Martin, bon, j'étais invité sur tous les plateaux de télé parce que j'étais le coiffeur insolite. Ouais. Parce que singulier, particulier, celui qui fait des choses dans tous les sens du terme. Parce que j'étais pris pour un marginal de la coiffure, parce que j'avais créé des coiffures en balle de tennis pour Roland Garros et des coiffures en ballon de foot pour l'équipe de France. Et à partir de là, c'est vrai, je me suis fait un nom à travers ces deux coiffures. Ouais. C'est ces deux coiffures qui m'ont, disons, rendu célèbre dans le monde de la coiffure. Automatiquement, mon téléphone, le lendemain, mon téléphone sonne, la Fédération mondiale de la coiffure qui m'appelle. Bon, j'étais critiqué par certains... Il faisait la Coupe du Monde avant. J'étais critiqué par des coiffeurs parce qu'ils ont trouvé que j'étais... puisqu'il fait ça, il a qu'à faire des coiffures en bidet. Ouais. C'était plus de la coiffure pour eux. Ils ont oublié qu'on peut être coiffeur. Un coiffeur, c'est un artiste. Il peut avoir aussi le côté artistique et le côté commercial. Bon, le côté commercial, on vit avec. Et le côté artistique, c'est vraiment pour se faire valoir et se faire connaître. Et aujourd'hui, quand je vois sur les terrains de foot des coiffures pas possibles, ça me fait rire. Je dis, ou des cheveux en couleur, ça me fait rire aussi. Parce que les cheveux en couleur, je les faisais dans les années en 69. J'avais des cheveux bleus déjà. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est pas nouveau du tout. Mais l'histoire est un éternel recommencement, mon cher. Bien sûr. Oui. Et en particulier dans les modes, toutes modes confondues. Toutes les modes reviennent. Comme tu viens de dire, c'est un éternel recommencement. Tout se refait du jour au lendemain. Regardez, il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui, on revient à les coupes de cheveux Kennedy. Ouais. C'est demi-américaine, c'est rasé sur les côtés, rasé derrière et les mèches plus longues sur le dessus. C'est pas nouveau. Et ça, c'est quand on a des cheveux au passage. Voilà. Bon, d'accord. Alors, il faut également dire une chose à nos téléspectateurs, parce qu'on ne peut pas tout raconter dans cet ouvrage, ça ne tient qu'à un fil. De l'Algérie à Paris, je le rappelle, parcours d'un coiffeur lunaire. C'est aux éditions Nessib. La vie pour vous n'a pas été un long fleuve tranquille. Tout au contraire, ça a été une mer houleuse. Vous êtes arrivé à vous imposer avec le hasard, la lune, ceux qui ont cru en vous, donc justement jusqu'à ouvrir votre salon de coiffure dans le Paris UP jusqu'à ce jour, faut-il le dire à nos téléspectateurs. Alors on va revenir brièvement, si vous le permettez, sur la première nuit de la pleine lune. Vous parlez encore et toujours de votre mère. Et vous dites, honorer ma mère ne peut qu'être un soir de pleine lune. Je décidai d'exploiter la prochaine pleine lune. Je pris date et j'invitais les journalistes à assister au spectacle que je me promis grandiose. Des journalistes de tous les horizons assistèrent à une prestation inouïe qui rendait susceptibles même mes amis. Les spectateurs étaient nombreux. La petite place des Victoires ne suffisait plus à contenir la foule dense qui prenait position tour à tour. Je me déplace pas. Je vole avec des ailes emprunté à quelques anges venus de ma terre natale. Bien sûr, vous parlez, vous rendez hommage à l'Algérie. Je regardais le ciel et je revoyais ma mère en train de me donner cette vie que j'exploite à fond. De la première lune que votre mère, que dis-je, ma mère, regardait, était habitée par cet appel. Donc on est en 1948, jusqu'au début des années 80, où vous commenciez réellement à faire parler de vous, et jusqu'à maintenant, elle vous habite et elle vous parle encore. Jusqu'à maintenant, parce que le 12 janvier, là bientôt, j'ai un grand documentaire qui m'a été organisé par Arte, et justement c'est un soir de pleine lune, et ils veulent vraiment découvrir les effets de la lune. Est-ce que c'est vrai ou faux? Il y a eu des constats d'huissiers qui sont venus, j'ai fait aussi sur des émissions sur TF1 par exemple,
où ils sont venus voir avec un huissier si vraiment il y avait ce que j'annonçais, c'était vrai ou faux. Alors, en temps normal, chez tout le monde, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, il y a 1,2 de repousse de cheveux. Et si on les coupe les soirs de pleine lune, à partir de 18h jusqu'à 6h du matin, c'est-à-dire la prochaine pleine lune, par exemple, c'est le samedi 22. Donc, je suis ouvert toute la nuit jusqu'à 6h du matin, et mon carnet, il est archi plein. D'accord. Alors, on parle toujours et encore, je disais que c'était un véritable roman à la James Bond. À un moment donné, celui qui vous fait face, messieurs, mesdames, donc Djilani Mahachi, ça ne tient qu'à un cheveu, son ouvrage aux éditions Nassib, crée un logiciel. Quel est ce logiciel? Alors justement, pour le définir, il permet donc justement de vous donner une idée, mais alors très très claire, du personnage et de sa physionomie avant de lui couper les cheveux. Mais ce logiciel a-t-il été réellement bénéfique en ce qui vous concerne? Parce que là, on est presque dans le roman policier, dans le roman noir. À un moment donné, une belle jeune fille vient s'installer dans votre salon pour se faire couper les cheveux. Elle vous pose plein de questions. À un moment donné, vous pensiez que c'était une cliente lambda, curieuse. Et puis à un moment donné, c'était une journaliste. Mais elle vous a invité à aller la retrouver dans son pays. Alors, je vais t'expliquer comment j'ai créé ce logiciel. Je l'ai créé aux États-Unis, à Los Angeles. C'était en 85. Grâce à un architecte de bâtiment qui m'a fait un logiciel pour la coiffure. Donc j'ai trouvé, moi c'était mon rêve de trouver un logiciel qui permettait de visualiser les gens pour leur trouver leur coiffure avant de leur couper définir un look avant de leur couper les cheveux. Donc je l'ai mis au point, je l'ai ramené en France, je l'ai vendu un petit peu partout, j'ai vendu au Canada, j'ai vendu en Belgique, j'ai vu en France, n'en parlons pas, beaucoup de coiffeurs se sont équipés avec, et j'ai eu justement la visite d'une journaliste qui a à Tirana, en Albanie. Tout à fait. Elle a vu le logiciel, un coiffeur, enfin, c'est pas un coiffeur, c'était un militaire à la retraite, qui était intéressé, il pensait, comme il était à la retraite, il voulait se faire de l'argent, un business avec, il pensait que c'était comme un genre de photomaton, la cliente, elle rentre, elle met son billet, et les coiffures, on lui propose directement les coiffures sur un écran. Alors que c'est faux, il faut avoir une notion de styliste ou de coiffeur, parce qu'il faut travailler avec une tablette graphique pour permettre, pour poser les coiffures. Ils ont vu, après, quand ils ont vu que c'était trop compliqué pour eux, ils m'ont kidnappé. Ah, tout simplement. Ils vous ont kidnappé. La réalité dépasse la fiction. Non, mais attendez. Il fallait rembourser l'argent. Je ne pouvais pas rembourser parce que l'argent était encaissé. C'est la mafia albanaise. C'est la mafia albanaise. Mais à un moment donné, comme dans un roman noir, ils trouvent le moyen. Oui, mais à un moment donné, comme dans un roman, ils trouvent le moyen. J'ai vu la mort. Parce que franchement, vous ne savez toujours pas qui est devenu la journaliste. Non, je ne sais pas du tout. Parce que j'ai donné des nouvelles, ça serait bien. Ces jours-là, c'était des journées noires pour moi. Enfin, vous avez quand même connu le meilleur. Alors, une histoire absolument incroyable m'est arrivée avec le fils du roi saoudien, Abdallah Khaled Ben Salman. Un soir, le secrétaire du roi m'appelle en me demandant si je peux venir à Cannes le soir même pour coiffer le prince. C'était impossible pour moi. Je refuse. On m'explique cependant qu'un jet va m'attendre au Bourget pour me conduire auprès du prince, qui veut absolument être coiffé par moi. Un ami médecin lui avait en effet recommandé mes services après une greffe de cheveux. Lorsque le jet atterrit à Nice, une Mercedes m'attendait. Mais le prince était absent. Il n'est pas rentré du tennis. Je l'attends 1 heure, puis il arrive entouré d'une troupe de gardes du corps. Finalement, il préfère se faire couper les cheveux dans sa villa en dehors de Cannes. Nous montons dans sa Rolls-Royce, lui au volant, moi à l'arrière de la voiture, à la place du passager. Simple coiffeur, me voilà à la place du prince. Sur la croisette, je vois les regards investis la voiture pour déterminer qui est à l'arrière sans prêter attention au chauffeur. Des Mercedes remplies de gardes du corps nous précèdent et nous suivent. Il m'a invité ensuite dans sa jolie villa de Marne-la-Coquette, mais aussi au bain où il dansait entouré de ses gardes du corps. Une fois, le prince du Qatar m'a fait appeler à 3 h du matin au Plaza Athénée à Paris pour lui faire la barbe et le coiffer. Donc vous avez connu le meilleur et le pire. C'est ce que vous racontez dans cet ouvrage. Une déclaration d'amour à vos parents,
à cette Algérie, à la France, qui vous a réellement ouvert la voie, un témoignage poignant, je le rappelle encore une fois, un véritable roman dont vous êtes le héros. Et il a pour nom Djilali Maachi. Merci. C'est moi qui vous remercie. Si j'ai coiffé les princes arabes, c'est grâce un petit peu à mon logiciel que j'ai créé. Le fameux logiciel. Parce que le docteur, justement, que je peux citer, c'est Marc Divaris, qui était chirurgien plasticien, qui était professeur à la Salpêtrière pour les greffes de cheveux. Je donnais des cours avec lui. D'ailleurs, que j'en ai parlé sur la... Tout à fait, exactement. Et donc, il m'a orienté vers ces princes pour leur trouver leur coiffure. Donc, c'est avec ça que j'ai rencontré les princes pour essayer de les relooker quand il leur a greffé les cheveux. Et ce qui est marrant, tu l'as lu dans l'histoire, c'est que le prince a perdu un cheveu que j'ai ramené dans une corbeille en or. Que j'ai ramené à mon médecin pour lui dire je crois que j'ai affaire à des fous. Il me donne une mèche de cheveux qui est tombée dans une corbeille en or et il pense que c'est une mèche qui a été greffée. Il me dit non, c'est une mèche qui a été cassée. Je dis oui, j'ai compris qu'elle était cachée. Le coiffeur lâche les ciseaux pour la souris quand il nous parle justement de ce logiciel. Voilà. Encore une fois, un autre cadeau à vous offrir. Et nous abordons les 10 dernières minutes avant la fin de l'aventure de ce soir pour donner justement la parole à notre 4e et dernier invité. Il s'agit de Malka Melouche. Bonsoir. Un agitateur de la scène culturelle, en particulier en Kabylie à Tizi Ouzou. On va revenir avec vous sur la 3e édition du festival Montagnard, les actes du café littéraire. Mais je vais pour surtout revenir, si vous le permettez, sur le Salon du Livre et l'été de poésie, en revenant bien sûr à cet hommage que vous rendez, parce que les femmes nous habitent ce soir, vous l'aurez certainement remarqué, Assia Djebbar. Bon, je partage un petit peu ce qui a été dit par nos amis, et il n'y a pas quelque chose, on ne peut pas exister ex nihilo, donc il fallait travailler d'arrache-pied, même des fois en termes de problèmes, donc c'est pas ce qui manque. Et puis les institutions et la société, des fois, qui vous réduisent, bon, ça c'est juste entre parenthèses, mais pour pouvoir... Non, qui ont essayé de vous réduire ou de réduire vos actions en général. Mais parce qu'à un moment donné, vous avez traversé aussi des périodes difficiles. Vous avez été presque dans l'obligation d'arrêter vos activités et nous étions toujours là, présents, donc justement, pour vous donner de la visibilité, mais surtout de propulser toutes vos actions culturelles. Je tiens à vous rendre hommage, Karim, et à tous les journalistes de la presse indépendante, Canal Algérie, la chaîne 3, mais ce qui est incompréhensible, parce qu'on ne comprend pas comment se fait-il, on arrête des actions d'utilité publique. Bon, j'ai réfléchi à un certain moment parce que je suis tellement jaloux de ma liberté, j'ai pas de chef, j'obéis à ma conscience. J'ai pas de chapelle politique. Vous êtes votre propre chef. Voilà. Bon, j'aime ce pays et j'aime la culture. On se rend compte que lorsqu'on aime la culture et on aime chèrement son pays, on peut laisser des plumes. Mais chemin faisant, lorsque la difficulté, le chemin est difficile, la difficulté devient un chemin. Bien sûr. Mais vous y croyez, donc justement, vous êtes également dans la résilience dont on parlait bien sûr, avec Salima Chouakri. J'écoutais Salima avec vraiment... Qu'est-ce qui va caractériser cette 3e édition du Festival Montagnard Salima, avant de parler de ça, parce que je ne peux revenir que sur mes débuts avec le Café littéraire qui avait défilé des centaines d'invités, dont... Djaoudet Gsouma. Et je tiens surtout à rendre hommage à celui qui m'a accueilli après qu'on m'a fermé toutes les portes, c'est M. Tefer Bouzgza et l'ensemble des amis fidèles du Café littéraire. Parce que c'est le fait que je persévère dans ce sens que ça m'a ouvert les portes. Bien sûr, maintenant, la 3e édition du Festival Montagnard a failli encore n'a pas avoir lieu. Et pourtant, on réfléchit à la montagne. Si ce n'était pas le maire, un jeune maire de la commune d'Aïtoumalou, Sofiane Moukhtari en l'occurrence, et la mobilisation du village de Darsoufla. C'est dur de combattre les montagnes. Non, ce qui est dur, c'est de combattre les moulins à vent ou les fantômes.
Voilà. On va rentrer dans une autre thématique beaucoup plus philosophique. Parlez-moi donc justement très brièvement de cette 3e édition, parce que vous avez toujours été dans la provocation comment dire, de nouvelles idées, de nouveaux débats et de nouveaux intervenants à chaque édition. Parce que Karim, c'est le vide sidéra, parce que moi, je me positionne dans la société et je vois tout ce qui se fait à travers le monde et chez nous. On a des référents. Je pense que notre société mérite, on mérite à ce qu'on vive les choses autrement, on savoure la culture. Bien, j'ai lancé le festival Montagnard maintenant. Il est à sa 3e édition, donc c'est de faire un travail de sensibilisation vis-à-vis des citoyens, qu'on cesse d'agresser l'environnement, qu'on cesse de jeter des détritus, parce qu'on ne peut pas faire un tourisme si on n'a pas un environnement sain, s'il n'y a pas d'ouverture de route, s'il n'y a pas de la liberté d'investissement. On fait même prendre conscience à certains élus qui ne prennent pas conscience de ça. Voilà. Donc, attendez, mais cette 3e édition a tellement eu du succès que cela vous a réellement donné envie de créer la revue Montagnard, qui aura lieu dans quelques semaines, donc en 2019. Je vais m'étaler rapidement sur le festival Montagnard. Ça va être la 3e édition sous le thème « Protégeons l'écosystème pour un développement durable ». Ça veut dire on fait prendre un débat plus actuel que jamais aujourd'hui. Bien sûr, on invite des chercheurs, des directions de forêt, plutôt des affaires agricoles et des experts tels que Rachid Oulbser, Ismaël Belhaji pour en parler. Et puis, on va faire aussi quelque chose de beau. On va impliquer les enfants. On va faire une randonnée, peut-être sur les traces de Lalla Fadma Mansour Amrouche et le capitaine Taous qui a donné des fils à retordre à l'armée française. Donc, le fait d'impliquer les enfants. On va faire une randonnée ponctuée par des haltes artistiques, joindre l'utile à l'agréable et puis finir avec un pique-nique, donc pour que les gens s'expriment. Vous n'êtes pas sans savoir. Les faire dialoguer avec les éléments. Comme il nous reste moins de 5 minutes, justement, Melka Melochi, nous revenions principalement sur le salon du livre Natelaten, qui est quand même très important, et la caravane du livre. Hein. Aujourd'hui, on parle de crise, on parle de non-distribution, de non-visibilité de nos artistes. Mais Karim, je le dis avec un pincement au cœur, l'édition 2017 est compromise, celle de 2018 elle est compromise parce qu'on nous crée toujours des problèmes. Voilà, Malish. Passons. Donc, on va rattraper le temps. J'ai bien écouté ce qui a été dit par les éditeurs la dernière fois, Dalila Nadjem, Hamza Farhani. Nous en rencontrons tous les jours. Donc, une fois que le SILA est terminé, on ne pense pas, parce qu'il y a Que va-t-on faire? Il y a des gens qui sont sur le terrain, qui se battent. On ne nous aide pas. Oui. Et puis, il fallait penser à créer des cafés littéraires un petit peu partout. Pourquoi ne pas encourager les initiatives locales, comme notre salon? Oui. Mais je pense aussi, excusez-moi l'expression, il y a beaucoup de gens qui se la jouent. Le livre, ce n'est pas un slogan. Nous, on se bataille au quotidien. Mais pourquoi on ne nous laisse pas travailler? On a besoin, à chaque fois on nous impose des autorisations, mais notre mission c'est d'ouvrir les esprits des gens à travers ces rencontres, à travers tout ce qu'on fait. Un point très important, on me dit, c'est vraiment la fin de l'émission. Si nous revenions sur l'organisation de la caravane pour la promotion du livre, c'est une opération qui me tient réellement à cœur. Oui, ça va se faire début janvier, Inch'Allah. Bon, on va faire, j'espère qu'il va y avoir le soutien, le concours de beaucoup de partis. Voilà, donc... Mais vous avez déjà des auteurs, Djilani Maachi, vous avez Salima Swakri, Jaoudat Gessouma. Jaoudat qui a eu l'honneur d'accueillir à 2 reprises. D'ailleurs, je vais juste faire une petite... Très rapide, s'il vous plaît. On a lancé le festival Été en poésie et en musique, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a pu réunir les artistes, plutôt les musiciens et les poètes, qui sont censés travailler ensemble, qui n'ont pas l'occasion de se rencontrer. Ça a été une réussite. Et grâce à la mobilisation aussi de l'association Amzia Blana et tous les auteurs qui ont essayé de faire, on doit continuer parce que les bonnes expériences
on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Vous êtes condamné à continuer. Bon, et nous également. je dois remercier Très rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Monsieur Aminal de Tefak Bouzouga qui nous offre l'espace. Et M. Kadem Lhadi, c'est un bienfaiteur, M. Abdelkrim Sarbah. Sans oublier Londa et Mme Kultum Defous, notre chère poétesse qui aide nos actions. On a reçu à plusieurs reprises ici, du moins Voilà. à chaque fois qu'elle a été d'actualité. L'espoir demeure. Voilà, j'ai pas eu suffisamment de temps pour m'étaler. Oh mais que si, croyez-moi. Oh que si. Tout est chronométré, me dit le réalisateur. Voilà, donc, merci beaucoup, Malka Merouch. Merci beaucoup et je tiens à remercier encore une fois le village. Que pourrais-je vous souhaiter longue vie à ce parcours, à votre fille. Et d'autres défis. Voilà, relever d'autres défis. Vous serez toujours là. Et je vous assure que nos portes vous resteront toujours ouvertes. Merci de m'inviter dans cet espace culturel si magique et magnifique. Merci beaucoup à vous. Merci Javdet Gassouma. D'autres rencontres cette fois-ci, ou d'autres sportifs également. Et un nouveau roman courant 2019. Oui, Djilani Marachi, une vie ne se résume pas en un seul ouvrage, j'imagine. D'autres aventures ou d'autres mésaventures. Je suis sur un projet aussi. Un grand merci à vous. Merci à vous, Malka Merouch. Merci juste pour. Je suis certain qu'on va se retrouver. L'année est encore longue, je vous le promets. Juste